Alors, la question noire, une tragédie américaine, je ne vais pas reprendre les documents, je vais simplement répondre de manière rapide aux questions. Alors, les questions sont les suivantes, pardon. Expliquer les termes discrimination, ghetto et Cour suprême. Discrimination, c'est une séparation. Depuis la fin de la guerre civile américaine, euh, les Noirs ont les mêmes droits, logiquement, mais ils restent séparés. Et jusqu'en 1960, et même au-delà, les Noirs ne peuvent pas partager les mêmes lieux que les Blancs américains. Un ghetto, eh ben, c'est une forme avancée ou la confirmation de cette discrimination. On ne partage pas les mêmes lieux et donc un ghetto, c'est un lieu où va vivre une minorité. C'est un mot très péjoratif. Un ghetto, c'est souvent un lieu très insalubre où il y a de la violence, où il y a de la drogue, où il n'y a surtout pas d'argent, pas d'emploi, pas de perspective d'avenir. Et c'est dans ces ghettos que vont vivre les Noirs américains. Alors vous avez l'exemple de Harlem, le Bronx, mais dans toutes les villes américaines, vous avez ces ghettos dans lesquels on va enfermer les Noirs pour ne pas les mélanger aux Blancs. Et enfin, la Cour suprême, c'est la plus haute institution américaine dans la justice, c'est-à-dire que aux États-Unis, c'est la communauté qui décide, le comté par exemple. Vous voyez, quand il y a un problème, généralement, c'est le petit village qui règle ce problème. Si ce n'est pas le village, alors c'est la ville qui va régler le problème. Si la ville ne peut pas régler le problème, c'est l'État qui va régler le problème. Du moins, l'État en tant qu'État, une composante de l'État américain. Et enfin, si l'État, par exemple la Louisiane, l'Arkansas ou le Tennessee, n'arrive pas à régler un problème, alors c'est l'État fédéral, c'est-à-dire les États-Unis, qui va régler ce problème à travers sa Cour suprême. Lorsque la Cour suprême instaure une loi, cette loi est la même pour tous les États des États-Unis. Deuxième question, analyser les différentes formes de ségrégation dont sont victimes les Noirs aux États-Unis. Eh ben, la ségrégation, elle est déjà scolaire. À l'école, on ne fréquente pas les mêmes lieux. Si l'on est blanc, on va dans des écoles de blancs. Si l'on est noir, on va dans des écoles de noirs. Et cette petite fille, on verra son destin un petit peu plus tard, ben, elle est l'incarnation de cette ségrégation. Une noire ne va pas dans une école de blancs. C'est l'idée que l'on a en 1960 aux États-Unis. Et cette idée, elle est acceptée par pas tout le monde, mais presque. C'est quelque chose de presque normal à cette époque-là. En tout cas, pour les blancs, c'est quelque chose sur laquelle on ne revient pas. Les blancs, majoritairement, ne veulent pas de noirs dans leurs écoles. Et enfin, je me souviens plus, un, 2 et 4. 4, ben, c'est au sein même de la ville. À Chicago, il y a des ghettos. Regardez, 30% de Chicago est noir. Et pourtant, les ghettos noirs sont entièrement dépourvus de pouvoir. On les enferme dans des ghettos et dans ces ghettos, on ne leur donne aucun droit, aucun pouvoir, aucune assurance économique. Enfin voilà, on les laisse vivre plus ou moins entre eux. L'objectif de cette ségrégation ou de cette discrimination, c'est que les deux communautés au sein d'un même pays ne se côtoient pas. On ne veut pas que les blancs puissent ou que les noirs pardon puissent interagir dans des milieux réservés aux blancs. Alors je vous ai choisi une illustration. Hop, celle-ci, hein, dans des toilettes publiques, par exemple, il y a, et c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose aujourd'hui qui nous choque, mais en 1930, 40, 50, ici nous sommes à Oklahoma en 1939, c'est quelque chose de normal. Sauf que c'est ce quelque chose normal qui, en 1960, devient inacceptable pour les Noirs américains. Troisième question, quels sont les moyens mis en œuvre pour mettre un terme à la discrimination dont est victime la minorité noire? Alors ici, il y a plusieurs moyens de lutter contre la discrimination. Le moyen le plus important, c'est la loi. Ici, regardez, hein, c'est une décision de la Cour suprême des États-Unis de 1954. En 1954, tous les États-Unis, tous les États des États-Unis doivent accepter que les Noirs puissent intégrer des écoles de Blancs. C'est marqué dans la loi. Sauf que cette loi, elle n'est pas acceptée par la société. On peut changer un comportement, mais la loi ne fait pas tout. Il faut que la loi soit acceptée ensuite par la population. Euh, Quels sont les moyens? Donc il y a l'école, il y a aussi la manifestation, celle de Martin Luther King qui dit ben, la loi certes elle est là, mais la société n'a pas accepté cette loi. Donc on va manifester, on va demander des droits pour tous les Noirs américains. Et enfin,
Euh, 3 et 5, oui. Et puis, de manière moins pacifique, par une certaine forme de violence, notamment le boycott, ces Noirs américains refusent de vivre dans une société où il y a encore une séparation entre Noirs et Blancs. Alors, ici, c'est Martin Luther King qui, lui, est pacifique. Il ne fait que marcher, il ne fait que parler, il ne fait que faire des discours. Les Black Panthers, eux, vont plus loin. Ils font des actions quelquefois un peu violentes. Et le meilleur, enfin, ou du moins le leader de ce mouvement Black Panthers, c'est, je pense que vous le connaissez, Malcolm X, qui, de par son nom, il s'appelle X parce qu'il refuse de porter un nom que la société américaine lui a imposé. Donc désormais, lui, il est noir, fier de l'être, et c'est presque une forme de ségrégation inversée. Il ne veut pas, lui, se mélanger aux blancs parce que cette société, il estime que ce n'est pas la sienne. Pourquoi l'école joue-t-elle un rôle important dans la lutte contre la discrimination? Là, je ne vous apprends rien. L'école, c'est la base de tout changement d'une société. C'est à l'école que l'on apprend aux jeunes à changer d'opinion. Et cette petite fille qui est née en 1954, elle va côtoyer des jeunes de son âge, et peut-être que ces jeunes vont s'apercevoir qu'en fait, ben, cette petite fille est la même que les autres. Elle est certes de couleur différente de celle de leurs camarades, mais au final, elle est comme les autres. Donc c'est l'école qui va jouer le rôle le plus important pour que les Américains, noirs ou blancs, puissent changer. Et certainement que si cette loi n'avait pas existé, on n'aurait peut-être pas eu pour président des États-Unis un noir en Barack Obama. Et comme je vous l'ai dit, donc la loi ne fait pas tout. Donc la loi va obliger les États à accepter cette noire dans une école. Et si la société ne veut pas, alors c'est l'armée. Ici, US Marshall, c'est l'armée qui va s'occuper de faire respecter la loi. Et cette photo, elle est assez intéressante puisque on a trois personnages qui sont des représentants de l'État fédéral, c'est-à-dire de l'État de Washington, qui s'opposent à cet officier de police qui, lui, appartient à la police de Louisiane. Et regardez le petit sourire qu'il a, on voit qu'il n'est pas d'accord avec cette décision, mais il n'a pas le choix. D'accord? Et bizarrement, ce n'est pas la police de Louisiane qui vient protéger cette petite fille, c'est la police de Washington. Cela montre peut-être que ce policier ne veut pas accepter cette loi. Euh, Quelle est l'attitude des Blancs face à ce problème-là? Eh bien, les Blancs, comme je viens de vous le dire, sont partagés. Beaucoup refusent, notamment dans les États du Sud, la Louisiane, le Tennessee, le Texas par exemple, ne veulent pas de cette loi. Et pourtant, ils sont obligés puisqu'ils font partie des États des États-Unis. Alors, ils vont tout simplement, je vous ai mis ici quelques images de cette discrimination. Rosa Parks, qui refuse de s'asseoir à l'arrière du bus, regardez, elle est devant. Elle ne veut pas aller à l'arrière du bus pour, comme c'est même pas la loi ici, c'est l'habitude. L'habitude fait que les Noirs n'ont pas leur place devant, ils doivent aller derrière. Eh ben elle refuse cela et elle s'assoit devant le bus, ce qui va lui poser énormément de problèmes. Et pourtant, la loi, logiquement, doit défendre cet individu. On supprime toute forme de séparation. Je vous ai mis également une photo d'Elizabeth Eckford, qui est l'une des premières noires à intégrer une université américaine. Et c'est stupéfiant là, hein. Regardez l'attitude de ses camarades de classe. Alors, où est la photo? Regardez quel est le mépris qu'il y a, au point que là aussi on fait intervenir l'armée ici pour refuser que, enfin pour refuser, du moins pour empêcher ces dames-là d'être trop violentes, puisqu'on voit très bien qu'elles seraient capables du pire face à cette étudiante américaine. Je reviens rapidement sur cette activité. Donc, je vous ai mis d'autres images hein, surprenantes de cette ségrégation et justement sur ce refus de la ségrégation à travers deux athlètes noirs américains qui remportent une épreuve olympique. Alors, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est le 400 mètres. Avec Tommy Smith et John Carlos, c'est une photo extrêmement populaire avec le poing ganté de noir. En quelque sorte, à travers cette image,
ces deux jeunes Américains refusent la ségrégation ou refusent la politique américaine. Ils sont américains, regardez, ils ne refusent pas de monter sur le podium, ils ne refusent pas de porter une veste avec marqué USA dessus. Par contre, ils dénoncent le racisme aux États-Unis à travers ce point levé. Ils sont exclus par le comité olympique. Donc on voit que le comité olympique lui aussi accepte finalement la ségrégation. Plus tard, et ça c'est aujourd'hui, enfin c'est-à-dire il y a peu de temps, les Noirs s'estiment toujours euh, en infériorité par rapport aux Blancs. À travers ce geste-là, c'est-à-dire mettre un pied à terre, c'est une manière pour eux de dire ben, on ne veut pas de cette société raciste. Et je suis certain que nous sommes encore loin, malgré l'élection de Barack Obama, nous sommes encore loin d'une société complètement égalitaire entre blancs et noirs aux États-Unis. Voilà. Je vous ai mis également quelques ouvrages. Noir, ça c'est l'histoire de Claudette Colvin qui est plutôt bien faite. C'est l'histoire de cette petite fille qui aurait pu avoir la même destinée que Rosa Parks, sauf que malheureusement, elle est peut-être intervenue trop tôt. Vous voyez, quand vous voulez changer quelque chose dans la société, il faut que vous vous insériez au bon moment. Elle, malheureusement, elle a dénoncé la ségrégation un peu trop tôt, donc elle n'a pas été écoutée comme Rosa Parks a été écoutée. Vous avez deux films, un film sur l'histoire de Martin Luther King et une bande dessinée, pareil, sur l'un des événements les plus marquants de sa vie, le Bloody Sunday, où la police américaine a tiré sur des manifestants qui étaient là de manière pacifique pour réclamer des droits. Et enfin, un documentaire qui a été fait il n'y a pas longtemps, qui a été récompensé par un prix, je me souviens plus lequel, I'm Not Your Negro, qui retrace la vie de James Baldwin, un philosophe noir américain et homosexuel qui réclame des droits et son destin va être lui aussi bouleversé parce que justement il s'est manifesté dans une société qui refuse encore l'égalité entre noirs et blancs. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. À bientôt.